Alors, cette question de l'intelligence est une question qui revient souvent dans les vidéos que je poste, les vidéos de philosophie. Je crois que c'est une question qui revient souvent aussi dans la vie de nombreuses personnes. Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? C'est une valeur, l'intelligence. Et je crois que nous sommes souvent fourvoyés dans notre questionnement sur l'intelligence. On cherche la plupart du temps à en avoir plus. Et je crois que c'est une ambition qui peut nous mettre sur une mauvaise voie. C'est une ambition erronée. Je crois que l'idéal n'est pas d'en avoir le plus possible. L'idéal est de mener sa vie avec la plus grande intelligence possible. Et je voudrais faire cette vidéo pour essayer de vous montrer quelle est la différence entre ces deux objectifs, entre ces deux questions. Avoir le plus d'intelligence possible ou mener sa vie avec la plus grande intelligence possible. Ce n'est pas la même chose. Alors peut-être qu'avant d'aller plus loin, on pourrait commencer par définir un petit peu cette notion. L'intelligence, bon, on peut la définir diversement, y compris en la référant à son étymologie latine, interlegere. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos au sujet de Joseph, désigné par le livre de la Genèse comme l'homme le plus intelligent, et le contexte permet de tirer de cette notion une définition très intéressante. Mais ici, je voudrais simplement prendre l'intelligence au sens que nous lui donnons ordinairement, à partir de sa racine étymologique, interligare. Ligare veut dire lier, inter, entre ou parmi. Interligare, c'est mettre du lien entre ou parmi les choses, mettre les choses en lien, mettre les choses en relation. Montrer les relations qui sont entre les choses, les faits, les observations, les informations, disons-le comme on veut. Et l'idée, c'est que donc, plus on fait de liens, plus on est intelligent, plus on fait de liens utiles, bien sûr, de liens efficaces. C'est un fait, évidemment, que tous les liens, toutes les relations que nous établissons entre les faits ou les informations ne sont pas utiles, efficaces, pertinents. Bon. Et que l'intelligence, pour s'optimiser, pour accroître son efficacité, doit circonscrire un domaine d'objets. Elle doit se spécialiser, voire même, comme on le dit aujourd'hui, s'hyper-spécialiser. Alors cette hyper-spécialisation consiste, je le redis, dans la circonscription, a priori, d'un périmètre d'information potentiellement pertinente. On se limite. Vous voyez par exemple le professeur de mathématiques, bon, qui connaît certainement les mathématiques en général. Tous les professeurs de mathématiques connaissent un petit peu l'algèbre, la géométrie et l'arithmétique. Mais s'ils veulent performer en termes d'intelligence, ils doivent se spécialiser dans un domaine. Et à l'université, les professeurs de géométrie sont en général spécialistes en géométrie. Et ne donnent pas de cours ou ne s'aventurent pas trop dans les domaines de l'algèbre ou de la géométrie. Bon, il y a sans doute des exceptions, mais enfin, d'une manière générale, l'activité scientifique dans la modernité consiste ou tend à l'hyperspécialisation de tous les praticiens. Voilà. Alors cette hyperspécialisation, elle a effectivement deux avantages. Elle a d'abord une fonction scientifique, elle a un intérêt scientifique, parce qu'elle accroît l'habileté dans le maniement de ces informations. Eh bien, elle permet d'accroître la quantité de connaissances disponibles, elle permet de performer, de faire de nouvelles découvertes. Donc cette augmentation de l'habileté dans le maniement des informations, certes limitée, circonscrite, mais cette augmentation de la quantité de connaissances disponibles, c'est évidemment un progrès et c'est un avantage certain. C'est un avantage certain produit par
la spécialisation de l'intelligence. D'autre part, elle distingue socialement celui qui se démarque par ses performances. Elle distingue socialement celui qui se fait remarquer par ses performances. Et elle lui permet d'obtenir un statut social, une reconnaissance, une place à l'intérieur des relations que la société établit et où elle place chacun à la meilleure position, justement en fonction des compétences, des performances, de l'intelligence qu'il a manifestée, de manière à ce que cela profite le plus possible à la société. Mais ces deux fonctions, je dirais scientifiques et sociales reconnues, remarquons que ces avantages masquent des inconvénients induits par la course à la performance. Et c'est la raison pour laquelle Edgar Morin, par exemple, a pu souligner que l'intelligence était soupçonnée de conduire le développement d'une certaine intelligence. L'intelligence spécialisée de la méthode scientifique moderne était soupçonnée de conduire à la crétinerie, pour employer ces termes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crétinerie? Qu'est-ce que c'est que cette ignorance, en fait? Cette ignorance qui est produite paradoxalement par le progrès de l'intelligence. Puisque c'est là qu'est le problème. Il y a un aveuglement, une cécité, une ignorance qui n'est pas le contraire de l'intelligence et du progrès du savoir, mais qui est produite par le progrès même de l'intelligence. Le progrès de l'intelligence peut nous rendre aveugles à des informations marginales, mais potentiellement originales, révolutionnairement efficaces, par une espèce de conservatisme qui pousse à dénigrer les idées nouvelles ou dérangeantes, qui pousse à mépriser, à délaisser les phénomènes marginaux qui contrediraient nos croyances. Alors ce phénomène qui est étudié désormais dans les universités sous le titre agnotologie, sous le thème de l'agnotologie, vous trouverez désormais un article Wikipédia consacré à ce terme, a d'abord été étudié, brillamment en tout cas, étudié par Thomas Kuhn dans un petit livre que on relit toujours avec profit, qui est très agréable à feuilleter, à relire. C'est de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Voilà un ouvrage dans lequel Thomas Kuhn analyse et montre très précisément comment se construisent les angles morts de la science, qui ne reculent pas à mesure que la science progresse, mais au contraire se durcissent. Bon, donc là on a un premier point, une première remarque, une première objection très intéressante. Deuxièmement, remarquons qu'on peut idolâtrer cette intelligence spécialisée pour la position sociale qu'elle nous confère. On peut l'idolâtrer en lui sacrifiant les informations utiles à la réussite de la vie. On peut l'idolâtrer en lui sacrifiant les informations utiles à la sauvegarde même de la vie. Alors je pense par exemple à des chercheurs qui sacrifient leur vie au détriment de leur vie personnelle, ce qui les pousse parfois ou au meurtre ou au suicide, ou les deux à la fois. C'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le syndrome Althusser. Bon, là, il y a un véritable problème,
dans l'hyperspécialisation de l'intelligence scientifique moderne de tous ces universitaires qui ne réussissent pas nécessairement, et je dirais même ont d'autant plus de mal, hein, du fait de la concurrence qui les oppose les uns aux autres, ont d'autant plus de mal à réussir leur vie qu'il leur faut réussir leur carrière. Et créer de ce fait des zones d'ombre qui peuvent parfois être fatales ou extrêmement préjudiciables à leur propre vie et finalement à leur œuvre même. Je pense par exemple à Heidegger. Comment un homme aussi brillant, aussi pointu, aussi fin dans l'écoute du langage a-t-il pu se mettre au service de la cause nazie sans jamais y voir le moindre problème, sans jamais s'en repentir le moins du monde. Là, il y a manifestement des zones d'ombre, alors même qu'il est reconnu, je dirais même par la communauté juive, sinon par la communauté juive, du moins par quelques grands penseurs juifs comme George Steiner, pour être le plus grand philosophe du XXe siècle. Vous voyez, donc il y a de véritables difficultés et on ne peut pas dire que le progrès de l'intelligence fasse nécessairement reculer ces zones d'ombre. Mais il les déplace et parfois il en construit. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à penser. Ivan Illich, hein, le sociologue, le philosophe et sociologue Ivan Illich a essayé, lui, de montrer comment le progrès de la rationalité pouvait finalement conduire à des phénomènes ce qu'il appelle des phénomènes de contre-productivité. Hein. Je vous renvoie à son ouvrage sur la convivialité et à d'autres, et à l'analyse précise de ce phénomène de contre-productivité. Bon, pour en arriver à cette conclusion, si vous voulez, que s'il est rationnel de se spécialiser, hein, pour performer davantage, pour avoir un usage, hein, plus fin, plus efficace de son intelligence, on peut se demander s'il n'est pas d'un autre côté finalement absurde de rester fidèle à ce rationalisme jusqu'au bout. Le contraire de cette rentabilisation rationaliste de l'intelligence, c'est ce que j'appellerais rapidement le dilettantisme. À la manière de Roland Barthes, je crois qu'on peut opposer à l'hyperspécialisation de l'intelligence scientifique, de l'intelligence universitaire, de l'intelligence de nos intellectuels universitaires modernes, une intelligence dilettante, qui est une intelligence de l'intelligence, hein, qui n'est pas une intelligence au service de la performance, mais une intelligence au service de la vie.